Donc, M. Bell, je l'ai vu rentrer, M. Chabrier aussi, Mme Chaumet aussi, M. Cohen à ma gauche, Mme Culier, oui, est là, M. Jean-Jacques Dauphin, je l'ai vu, M. Dominguez, il est au milieu, M. Ducrot, il est là, M. Lafont, je suis là, M. Hilaire est présent, Mme Leblond est là, M. Machelet vient d'arriver en courant, Mme Alban, Mathieu est là, Mme Olivier est là, Mme Moulin, qui était la première, M. Gilles est là, Mme Pfeffer est absente et on aura une petite pensée pour elle, qui vit des moments assez difficiles, donc elle est absente. Elle a donné procuration à Bernadette Talon. Mme Pilot, Elodie est absente, a donné pouvoir à Mme Valespi. Et Mme Bernadette Talon est là, Mme Valespi est là, M. Besser est présent, et Mme Berskirch est présente. Début du conseil, 20h34. Si, j'ai dit monsieur. Non? Non. Pourtant, j'ai vu. Ah ben non, j'ai pas coché. Ah, oui, monsieur Roblard. Merci. Voilà. Ok. Par rapport au dernier conseil, des remarques, quelque chose qui aurait été mal enregistré, pas de problème, adopté, on pensera à la signature à la fin. Ceux qui sont en grisé ne signent pas parce que c'est qu'ils n'étaient pas présents, ne pas l'oublier. Voilà, donc ce soir, une secrétaire de séance. Chantal, pas d'objection. Chantal Moulin. Très bien. Bon, petit conseil au point de vue administratif, quelques informations. Donc, première démarche, travaux d'éclairage public, réflexion d'un sport, M. Hiller. Oui, il est prévu de faire la réflexion de l'éclairage de sport pour faire des économies d'énergie, puisqu'on va remplacer les néons par des anti-LED. Et deuxième chose, c'est que ça améliorera aussi la luminosité dans la salle de sport. Donc, une étude avait été demandée par Daniel Machelet auprès d'une entreprise qui s'occupe de l'installation d'éclairage. C'est un petit peu la comparaison qu'il y a avec le ciel, auprès de qui on a toutes nos dépenses d'électricité. Et en fait, le montant de la dépense de la société s'est élevé à 34 000, je crois, euros. C'est ça, hein, oui. Et la dépense du siècle, 35 000. Mais la dépense du siècle, en fait, quand on est associé avec eux, on ne paye que la moitié du montant de la dépense. Donc le montant de la dépense s'élève à 35 000 euros et en charge, donc on doit 17 500 euros au siècle. Voilà. Donc. C'est pour faire des économies, c'est pour remplacer les matériels qui commencent à être défectueux. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à ces changements, ces évolutions, ces adaptations, pas de questions. Donc il nous est demandé de nous proposer de se prononcer sur le projet d'abord, d'autoriser le CHR, M. le maire, à signer la convention de financement pour les travaux de réflexion d'éclairage à la des sports, dans les conditions financières présentées donc ci-dessus, charge fonds de concours de 17 500, puisqu'il y en a pour 35 000, 50% de cette participation qui seront donc à la charge de la commune. Est-ce que ça donne des abstentions? Des contre? Adopté. Souscription d'un emploi, M. Corr. Afin de compléter le financement des différents programmes de travaux prévus sur la commune, il est proposé de souscrire un emprunt à taux fixe de 500 000 euros sur 15 ans. Nous avons donc consulté deux banques, la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole, plusieurs banques. Seule la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole ont présenté leur meilleure offre. En commission, nous avions un petit problème au niveau de prorata de déblocage des fonds, sur le déblocage des fonds. Et puis d'autre part, j'ai redemandé l'actualisation des taux au niveau du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole était à 50, et quand je l'ai fait réactualiser, il est monté à 55. Donc il s'est trouvé que le Crédit Agricole, les intérêts
409, mais avec un déblocage sur 2019. Et la caisse d'épargne, eux, étaient en deux tranches, une tranche de 3 ans à 0,60 et une tranche enfin, il reste bien sûr de 12 ans à 1,97. Et ce qui nous donnait un total de crédit, d'intérêt de 52 845. Alors sur les 59 409 d'intérêt du Crédit Agricole, j'aurais posé la question sur le surcoût engendré par le différentiel de remboursement. Donc il s'est avéré qu'il fait 4 000 euros, donc 59 000 moins 4 000, 55 000, contre 52 845 à la caisse d'épargne. Moi je vous proposerai de prendre le prêt à la caisse d'épargne. Comme la commission finance n'a pas pu délibérer sur, effectivement, puisque vous n'avez pas tous les éléments, je vous demanderai ce soir de prendre la décision en fonction. C'est le conseil qui prend la décision. Voilà. De toute façon, oui. De toute façon. Bon, c'est ce que. Oui. C'est juste que je ne peux pas participer au vote. Oui, oui, c'est vrai. Simplement. Donc, non-participation. Et c'est par rapport à ce que dit M. Lecor, en fait, concernant effectivement la différence, elle vient du fait qu'il débloque beaucoup plus tard, pas forcément sur le taux, mais beaucoup plus tard en fait. Et puis en plus, ils sont sur 15 ans et effectivement, la caisse d'épargne est sur 14 ans du coup, sur le remboursement. Et également, ce qui joue également, c'est que la caisse d'épargne est en trimestriel et le Crédit Agricole est dans les. Mais dans tous les cas, c'est la partie caisse d'épargne avec le taux à 0,60 au départ qui fait que c'est sur la grosse partie, donc les intérêts sont faibles sur les 12 premières échéances. Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on avait vu en commission. Autre intervention? Je soumets au vote. Donc, de souscription d'un emprunt à la caisse d'épargne. Y a-t-il donc la souscription d'un emprunt au taux fixe de 500 000 euros sur 15 ans, de retenir la caisse d'épargne qui est la plus intéressante, et d'autoriser le maire à signer tout document permettant de mettre en œuvre cette décision. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Repas du 14 juillet, donc c'est bien un talent qui va s'y coller pour Joël. Donc, depuis un certain nombre d'années, la commune, dans le cadre des festivités du 14 juillet, organise donc le banquet républicain. Cette année, ce sera autour du bœuf à la branche, vous serez réunis, enfin, la commune, la municipalité, enfin, est invitée. Juste une petite précision concernant la buvette, mais c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec ce dont on discute là. C'est que, compte tenu de la conjoncture par rapport à la caserne du pompier, les pompiers ne sont plus en mesure d'assurer la buvette. Donc, nous avons fait un appel à candidature auprès des associations. Il y en a 2 qui se sont manifestées pour remplir cette tâche. Le choix s'est porté sur le COEVM. Enfin, on en a discuté en commission, donc la commission était d'accord. Pourquoi le COVM? Parce que c'est une association qui est très implantée sur la commune, il y a beaucoup d'adhérents de la commune et ils ont une grande expérience de ce genre de manifestation. Donc ils reprennent exactement les mêmes prestations que les pompiers, donc buvette, petite restauration et repas pour enfants. Et ils se chargent également des tartes qui sont distribuées, enfin, qui sont servies aux adultes. Voilà. Donc, il est proposé de fixer les tarifs suivants, ce sont les mêmes que ceux de l'année dernière. 14 pour les adultes et 7 € pour les enfants de moins de 10 ans. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça s'appelle. Le seul avantage, c'est que le souverain vous connaît bien les lieux. Voilà. Ah, je pense. Quoique c'est le terrain de boule où ils s'installent. Attention, ça va les perturber.
Donc, comme chaque année, donc, ce repas, ça sera 14 € par adulte et 7 € pour les enfants de moins de 12 ans. D'approuver les tarifs, vous savez qu'on est obligé de faire approuver un conseil municipal qui est régie. Est-ce que ceci appelle des réflexions, des remarques? Rien de spécial. Je soumets au vote. Abstention. Contre. Adopté. Aussi, là aussi, il faut l'avis du conseil municipal dans le cadre de la fixation des tarifs et du règlement sur les affaires scolaires. Madame Molinier. Oui, donc comme chaque année, les tarifs des services périscolaires sont examinés en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation. Donc la variation entre mars 2017 et mars 2018 est de 1,6%, ce qui représente une valorisation de quelques centimes qui sont compris entre 0,01 et 0,03 centimes pour la LSH. Donc vous avez le tableau avec les tarifs, je ne vais pas vous les redire, vous les avez sous les yeux. Et pour le restaurant scolaire, donc le deuxième tableau, cela représente une variation qui est entre 0,03 et 0,8 centimes. Donc voilà, Ben oui, vous avez pu voir que cette variation est de 1,6% qui correspond à cette valorisation. Vous avez tous les tarifs 2017, 2018, 2018, 2019. J'attire votre attention au restaurant scolaire, effectivement. On pourrait peut-être faire plus d'efforts par rapport à ce que font certaines communes, mais nous, il faut qu'on équilibre quand même. On équilibre déjà les repas, disons, sur je ne veux pas dire un déficit, j'aime pas cette expression. C'est subventionné. Voilà, c'est subventionné par la commune, déjà assez élevé. Donc, et comme on a de plus en plus de repas, pourquoi? Parce qu'effectivement, les parents travaillent tous à deux, donc on a de plus en plus d'enfants qui viennent manger. Donc on suit cette évolution. 1,6, je pense que c'est pas une catastrophe. Donc ça n'a pas été augmenté depuis, ça fait 3 ans que ça n'a pas été augmenté. Quand on passe de 4, je prends, c'est pas le repas régulier premier enfant, de 4,30 à 4,37, si on fait la tournée moyenne des autres communes, on est vraiment, disons, dans la bonne proportion. Voilà. Donc ce qui vous est demandé, c'est d'approuver cette hausse de 2,6 des tarifs périscolaires, de me donner mandat, bien sûr, à M. le maire pour encaisser les recettes et signer tout document permettant de mettre en œuvre cette décision. La commission, tu en parles de ce règlement? D'accord. Attends, je termine donc sur le restaurant scolaire. Je rappelle quand même, je vois, il est difficile aujourd'hui, on est obligé de faire un terme intercepteur pour faire régler les repas, il y a des fois, parce que ça devient... Et c'est pas la difficulté financière du pays, c'est le fait de sortir un chèque qui peut être difficile, mais bon, il y a des familles qui pourraient faire le nécessaire rapidement et qui ne le font pas. Donc c'est quand même assez grave. Donc nous, ça demande un suivi, au secteur. Voilà, bon, je le rappelle, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On fait des lettres de relance en leur rappelant que s'ils ont un problème, qu'ils viennent nous voir, et on est à leur écoute. Mais je trouve que c'est de plus en plus fréquent maintenant. On les appelle déjà. Oui, on les appelle, on fait un courrier. Donc, mais ça devient de plus en plus fréquent maintenant d'oublier de payer la cantine. Et comme on a de plus en plus d'enfants, il faut qu'on soit vigilant. Voilà. Donc, par rapport à cette première question, est-ce que ça mène à une réflexion? Donc, y a-t-il des abstentions pour cette évolution de 1,6% sur la LSH et le restaurant scolaire? Des abstentions? Des contre? Adopté. Donc en ce qui concerne le règlement des tarifs périscolaires, la commission scolaire a travaillé donc, sur ce document que vous avez vu en pièce jointe. C'est un document qui, vous avez vu, c'est les tarifs, les horaires, les conditions d'inscription. Donc le dernier règlement a été approuvé en conseil municipal du 22 mai. Donc nous avons fait une petite modification sur l'âge de l'accueil des enfants. Simplement, il y avait une autre modification, je sais pas, elle n'était pas vous l'aviez pas en jaune, hein, la modification. Oui, c'est l'âge de l'accueil des enfants. La phrase qui a été, donc c'est cette partie-là qui a été rajoutée. Les enfants inscrits à l'école n'ayant pas 3 ans révolus début septembre peuvent fréquenter les services périscolaires, ALSH et restaurant scolaire. Et pour tous les enfants ayant moins de 4 ans, une attention toute particulière sera portée sur l'amplitude de présence journalière qui ne devra pas dépasser 10 heures. Donc voilà, donc on a rajouté cette partie-là parce qu'on a toujours le cas en début d'année de 2 ou 3 familles qui nous posent la question de venir, les enfants qui n'ont pas 3 ans entre septembre et décembre
de l'année scolaire. Ils demandent toujours, ils ont des difficultés pour trouver des gardes, des modes de garde pour 3 mois, donc on a rajouté cette phrase. Et effectivement, une attention sur les moins de 4 ans pour pas qu'ils soient trop à la garderie à l'école et à la cantine et à la garderie sur une amplitude journalière importante. Voilà. Et alors il y avait une autre modification aussi qui portait sur le non-paiement, comme vient d'en parler Monsieur le maire. Mais après en avoir discuté en commission scolaire et on s'est renseigné, il n'est pas possible de refuser un enfant à la cantine au prétexte d'impayé. Donc c'est illégal. Des décisions du tribunal administratif le démontrent. Cette phrase, c'était après plusieurs relances pour non-paiement de facture, Monsieur le maire peut décider de refuser le ou les enfants au service périscolaire jusqu'à la régularisation de la situation. Un courrier sera transmis à la famille pour lui notifier cette décision. Donc cette phrase-là, on la supprime du règlement puisque c'est pas légal. On ne peut pas empêcher un enfant d'aller manger à la cantine, voilà, même si ses parents ne payent pas. D'où la vigilance. Voilà, Il ne faudrait pas que cette décision soit tâche unique. Et oui, mais on n'a pas. Ouais, c'est vrai que. Ça pourrait donner des idées à certains. Ça pourrait donner. Voilà. C'est bien pour ça que j'insiste sur le règlement des repas, que j'insiste sur cette majoration, parce qu'effectivement la collectivité est toujours sollicitée et le risque élève de plus en plus. Voilà. Si c'est une famille en difficulté, on peut le comprendre. Mais c'est ça. Certains vont peut-être. Voilà. C'est ce que l'on dit à des parents, venez nous voir, on en discute, on voit votre problème, on demande s'il y a lieu, même des fois au CCRS, d'accompagner, s'il y a lieu d'accompagner, mais on ne bloque pas, mais là, il ne faut pas que ça devienne... Il faut étudier le cas par cas. Voilà, il faut étudier le cas par cas, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Mais tout simplement, à part le mode de paiement par chèque, il n'y a pas d'autre mode de paiement. Ah si, en ligne. Par collègue, En ligne, oui. Et en ligne aussi. Oui. En ligne aussi, d'accord. C'est principalement, c'est beaucoup maintenant en ligne. Il y a énormément de parents qui payent en ligne. Ça évite d'avoir une comptabilité énorme ici, des chèques qui traînent. C'était le gros problème à une époque. Il y en a même qui venaient avec liquide. Donc c'est plus le cas. Par rapport à un règlement, d'autres remarques, oui. Oui, moi je suis un petit peu gênée dans l'article santé et hygiène. Dans la fin du premier paragraphe, dans le corps du texte, on dit que le personnel de la LSH ne peut pas donner des médicaments. Et ensuite, on dit qu'il est recommandé aux parents de fournir un jeu de médicaments pour les services périscolaires. Donc je pense que c'est peut-être dans le cadre des PLAI. Ah oui, mais c'est parce il qu'il faudrait mais c'est dans le compte, il est précisé que seuls les parents lâchent le protocole d'accueil individualisé, c'est dans le paragraphe en fait. Oui, mais on dit seuls ceux qui ont un PLI peuvent amener un panier repas. Et après, on dit qu'il est recommandé aux parents de fournir un jeu de médicaments. Moi, ça ne m'a pas paru évident. Alors, on peut le préciser pour peut-être dire dans le cadre des PLI. Dans le cadre je sais pas. on peut le préciser, oui, effectivement. Non, mais je voulais peut-être. Et alors, autre chose, c'est un vieux réflexe de participer en tâche à lieu. Quand on dit l'accueil de loisirs fonctionne uniquement pendant le temps scolaire, donc un accueil est assuré pendant les vacances scolaires et les mercredis. Alors, je sais bien que c'est un règlement purement de la LSH ici. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit truc entre parenthèses, un accueil est assuré à chaque lieu en général? Alors, ça va évoluer parce que Chadieu, la compétence va être prise par la communauté de communes. Ouais. Donc, à la rentrée. Donc, au 1er janvier, il va y avoir une modification des statuts par rapport à la jeunesse. Donc là, on est. Ah d'accord, ouais, j'étais pour ça, d'accord. Non, mais il n'y a pas longtemps, ça fait ça fait 15 jours, 3 semaines que c'est en place. La communauté de communes cherche sur la compétence ado, la compétence jeune, donc les mercredis. Donc tout ça, ça va évoluer, mais pour le moment, on ne peut pas l'affirmer. Et tant que ce n'est pas voté, moi j'évite d'annoncer tant que ce n'est pas voté, parce qu'on ne sait jamais où ça va. Par rapport à ces modifications sur le règlement, est-ce que non, pas de remarques particulières, on apporte ces deux modifications sur le PAI et sur... ok, donc d'adopter ce règlement, pas d'abstention, pas de contre, adopté. Ensuite, nous passons à la CLED. Alors, la CLED. Commission locale d'évaluation des charges transférées pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées au transfert de compétences entre communes et monde d'arvers de communauté, c'est-à-dire la communauté de communes. La CLEPTA contribue à garantir l'équité financière entre les communes et monde d'arvers en apportant transparence et neutralité des données financières. Donc depuis le 1er janvier 2017,
puisque c'est la nouvelle communauté de communes. La commission doit remettre son rapport évaluant le coût net des charges financières transférées aux communes. Cette dernière s'est réunie donc le 12 janvier et a rendu son rapport. Il en résulte pour la commune de Vermonton un transfert de charges dû à la prise de compétence du plan local d'urbanisme qui devient le plan local d'urbanisme intercommunal PLUI, par membre en communauté de communes. Donc la méthode de calcul, c'est un panel de communes a été interrogé pour déterminer le coût d'un plus communal sur le territoire de Malte, parce qu'effectivement, des communes avaient fait leur plus, d'autres n'en avaient pas fait, d'autres sont encore en carte communale et d'autres n'ont même pas de carte communale. Le coût moyen donc, qui a été évalué, qui en est ressorti de l'élaboration de ce plus sur MAC est égal à 31 397 000 € et reste à charge des communes 14 041 €. À partir de ce constat, il a été déterminé la méthode suivante. Une part durable, alors, qui correspond à une part de l'ingénierie par rapport à ces plus, et une part ponctuelle, c'est-à-dire les 4 premières années, permettant de contribuer au financement du PLUI, de la mise en place des équipes qui seront nécessaires pour justement mettre en place le PLUI. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui étaient en PLU mais qui n'avaient pas, comment on appelle ça, comment on dit, PLUI, Gonélisé, voilà, j'étais en train de chercher. Le calcul du transfert des charges des communes ont transmis le coût horaire des agents travaillant sur la compétence. Il a été déterminé une grille du temps agent pour chaque procédure d'urbanisme concernée. Cette grille a été appliquée aux procédures réelles mises en œuvre sur les 28 communes de l'année 2016, qui sert année de référence. Il a été déterminé une évaluation de temps de 1060 heures. Il a été évalué donc cette part durable. Le coût moyen d'un agent sur le territoire intercommunal a été évalué à 24 075 €/heure. Ce coût moyen a été multiplié par 1060 heures de référence, soit 24,75 par multiplié par 1060, ça représente 25 519. Il a ensuite été nécessaire d'évaluer son coût par habitant, soit 25 519 € qui est divisé par 40 479 habitants sur le territoire, ce qui représente 0,60 € par habitant. Pour la part durable, la commune de Vermonton sera donc redevable de 3 481 habitants. C'est un code INSEE antérieur, bien antérieur à 2017 et 2016, multiplié par 0,63, ce qui représentera donc un montant de 2193,03 de transfert de charge pour la commune de Vermonton. Et la part ponctuelle vise, elle, à prendre en compte les dépenses qui est déjà engagées pour les communes en appliquant une cotisation au nombre d'habitants, c'est-à-dire la commune de Vermonton ayant inclus Grenélisé, donc on était à jour ou en cours, sera redevable quand même de 3 480 habitants par 0,10, ce qui représente 348,10 € pendant 4 ans. Donc synthèse et impact sur les contributions, les attributions de compensation. De la première à la 4e année par an, 2193 plus 348,10, nous sommes redevables de 2541,13 au total, et à partir de la 5e année par an, nous ne donnerons plus que 2193,03, qui sera la part, on va dire, de fonctionnement de la communauté de communes. Voilà. Si vous voulez, je peux vous donner les montants des autres communes, hein, si ça vous intéresse. Donc la part pour Otza sera de c'est ça, 3111, vous voyez qu'eux n'ayant pas de plus, donc il y a une carte communale. EDA ayant un plus 1706, Busséol 1023, Chanona 1230, Coran 523, Cournol 175, La Roche-Blanche 2390 parce qu'ils n'étaient pas gonélisés, autant je me rappelle, La Roche-Noire 448, La Sauvetat 518, l'Aps, ils ont pris une bonne dose, c'est 830 plus de 2224, Le Cré, ce sera 972, Les Marnes de Verre 2930, Manlieu 2176, je ne veux pas s'appeler virgule, La Mirefleur 1784, Aulois 235, Orsay 1953, Pignol 1537, Saint-Saturnin 892, Salette 2754, Solzé 1222, Saint-Amand 1330 plus 2600, Saint-Georges 1798, Saint-Maurice 1202, 512, 695, Talente 1176,
Vermonton, donc 2541, dites le compte 3713, et Yvon des Burons, 505, plus 2224. Non, dites le compte et les marges, mais c'est la population qui fait que voilà, je me suis trompé. Voilà, effectivement, donc le montant total de la compensation sur le territoire communautaire représentera 3 199 535,96. Voilà le transfert qui a été acté par la communauté de communes. Donc nous sommes obligés de délibérer. Je ne sais pas comment on ne pourrait pas délibérer, mais c'est une obligation dans la démarche d'approuver donc ce rapport tel que je vous l'ai présenté et de donner au maire, monsieur le maire, pour signer tout document permettant de mettre en œuvre cette décision. Est-ce que ceci appelle des questions? Je vois que tout le monde a bien suivi. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. EPF-SMAF, convention de mise à disposition des parcelles 155-156. Et donc les parcelles ZN 155 et 156, qui sont situées au bas de la rue Abeille-Durande, ont été acquises donc par le PF-SMAF en avril 2017 pour le compte de la commune. Cette acquisition avait pour but la création de parkings publics. Donc afin de pouvoir commencer les travaux sur ce parking, il est nécessaire que le PF-SMAF nous le mette à disposition. Et cette mise à disposition, évidemment, est régie par une convention que je m'abstiendrai de vous lire parce que ce serait assez fastidieux. Maintenant, bon, si vous y tenez vraiment, vous me mettrez d'abord dans l'embarras parce que je n'ai pas sur moi, mais j'irai la chercher. Mais voilà, donc il vous est demandé, monsieur le maire, de poser la question. Oui, vous savez, c'est rue Henri Durand, 155-156. C'est ces acquisitions qu'on a fait acquisition pour pouvoir faire du parking de stationnement. Donc, dans un premier temps, pour le nettoyer, nous devons demander l'autorisation et pouvoir travailler sur le terrain de l'EPF-SMAF. Donc, on fait une convention de mise à disposition. Et dans un deuxième temps, nous allons les racheter pour pouvoir faire l'échange avec M. Gomez, qui a une parcelle qui est au milieu. Donc, M. Gomez nous donnera l'autorisation de travailler sur sa parcelle. Le PF nous donnera l'autorisation de travailler sur nos parcelles pour nettoyer, préparer et faire des relevés. Et ensuite, on aura un échange. Mais pour faire l'échange financier, il faut que nous-mêmes on rachète pour revendre à M. Gomez. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on a, par une fois de plus, pour faire simple, c'est pas facile, un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire dans cette démarche-là. Donc, ce qui vous est demandé, c'est d'approuver la convention de mise à disposition des parcelles 155-156 pour les nettoyer et travailler dessus, car elles ne nous appartiennent pas pour le moment, elles appartiennent à l'EPF-SMAF. Pas de questions, pas d'interrogations. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Ben, adopté, merci. Affaires générales, donc soutien à la motion du comité de bassin Loire-Bretagne, M. Pétel. Oui. Alors la motion vous a été jointe en pièces à cacher. Si vous souhaitez, je ferai comme Gérard, je vous en donnerai lecture exhaustive, mais j'avais prévu plutôt de vous en faire un résumé. Alors pourquoi une motion par l'agence de l'eau? C'est en réaction à ce que certains, dont moi, considérons comme étant un racket de la part de Bercy, puisque les subsides de l'agence de l'eau sont alimentés par ce que l'on appelle les redevances eau potable et les redevances assainissement que chacun de nous payons avec notre facture d'eau. Et le gouvernement, dans la loi de finances, enfin le Parlement, pardon, dans la loi de finances de 2018, a décidé de ponctionner environ 100 millions d'euros sur ce budget pour alimenter deux organismes qui ne sont pas directement liés à la gestion de l'eau. Premièrement, l'Agence française de la biodiversité. Or, la biodiversité n'est pas, à mon sens, qu'aquatique. Et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui, à mon sens, n'est pas uniquement aquatique non plus. Et ce qui représente une augmentation de 108% de la participation de l'Agence de l'eau sur ces lignes-là. Alors, pour fixer un peu les idées, le 10e programme pluriannuel d'intervention, dans lequel l'Agence de l'eau donnait des subsides à la fois pour la gestion des milieux aquatiques, mais aussi pour l'assainissement de l'eau potable, et donc amputé
puisque le 10e programme pluriannuel qui se finit au 31 décembre 2018 prévoyait 396 millions d'euros d'aides par an sur l'agence Loire-Bretagne, alors que pour le 11e programme, il n'y aura plus que 292 millions d'euros d'aides par an, c'est-à-dire une diminution de 104 millions d'euros, soit environ le tiers, sur et les milieux aquatiques et l'adduction d'eau potable et la gestion des eaux usées, donc réseau de collecte, de transfert, station d'épuration, etc., etc. Donc l'agence de l'eau demande à ce que cette motion, alors c'est le comité de bassin qui a émis cette motion et demande aux communes et collectivités qui sont impactées, donc les communes, les syndicats, les communautés de communes, les départements, les régions, si elles acceptent de soutenir cette motion qui peut se résumer en 5 points qui sont à la fin de la motion, c'est-à-dire que l'agence de l'eau manifeste son attachement à la gestion décentralisée à l'échelle des grands bassins hydrographiques des politiques conduites par les agences de l'eau, au principe l'eau paye l'eau, et à la gestion concertée avec les acteurs de l'eau, principe qui ont fait leur preuve depuis 50 ans. Exige que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin. Conteste l'augmentation des contributions aux opérateurs de l'État qui prend effet à compter de 2018, celle que je vous ai citée. Exige que soit ainsi reconsidéré l'encadrement législatif des 11e programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau afin de relever leur capacité d'intervention. Souhaite participer aux assises de l'eau et attend qu'elles abordent la question de la capacité d'intervention des agences de l'eau et qu'elles apportent des réponses ambitieuses face à l'ensemble des défis à relever. Et puis, pour donner une petite couleur locale, je peux vous dire que, en tant que président du SMDVA, qui sollicite l'agence de l'eau notamment pour les subventions en matière d'assainissement et d'amélioration des réseaux de collecte et de transfert de l'assainissement, nous n'avons eu aucun euro de subvention cette année, en 2018, compte tenu de cette situation nouvelle. Merci. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, je constate que jusqu'à présent, l'État prélevait de manière directe, indirecte. Maintenant, l'État va prélever en liquide. Tu peux dire qu'il va prélever à la source aussi. Non, mais en tout cas, c'est un prélèvement de fonction sur le budget qui est discrète et sournoise. Parce que ça, quand tu payes ta facture d'eau, tu te rends pas compte. Ben, et malheureusement, il n'y a que les personnes concernées. En gros, il y a les élus qui le savent, mais si j'ose dire, ça ne déborde pas par ailleurs. C'est pour ça que moi je trouve que c'est pour ça que cette motion est importante, parce que cette motion apparaîtra dans le conseil municipal, et toute personne pourra en être informée ou venir chercher des informations si elle veut. Moi je trouve que c'est très important. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Moi je vais vous demander si on adopte cette motion, il y a des objections à adopter cette motion. Pas d'objection, pas de contre. Adopté. Merci. Merci. Une information, une demande aussi en même temps. Alors, ça concerne le SDIS 63 qui nous fait part dans le cadre de la dissolution du centre de votre commune au 1er septembre 2018. J'ai l'honneur de soumettre à votre avis un nouveau plan de déploiement pour votre commune. Moi, personnellement, je ne suis pas technicien en matière, mais je vous laisserai juge en la matière. Je tiens à préciser quand même, parce que j'ai lu et je trouve que c'est un peu dur quand même de lire ça, on a tout fait pour que la caserne reste. Simplement qu'aujourd'hui, on est dans un contexte que les pompiers volontaires, il y a de moins en moins de recrutement sur les communes, donc ne peuvent plus intervenir. Et c'est le cas à Vermonton. Les 5 ou 6 pompiers qui étaient en
en actif, aujourd'hui, sont sortis pendant près de 6 ou 7 semaines d'affilée. Donc, en plus, il y a beaucoup de dames. Donc, ces gens-là ont aussi une vie de famille, ils ont aussi un travail, donc à un moment, ils ne peuvent plus répondre à l'attente. Qu'est-ce qui se passait? C'est que la caserne ne répondait pas, donc c'était une autre caserne qui était sur l'extérieur qui répondait. Donc, on va se trouver dans ce contexte-là. Les pompiers, monsieur le conseiller départemental et moi-même, nous les avons rencontrés plusieurs fois, nous avons fait des tours de table plusieurs fois, nous avons essayé de demander, pour ma part j'ai demandé l'audience au préfet, qui m'a répondu, je vous ai fait passer la lettre, ainsi qu'au président du SDIS, qui est le président du département, qui sont dans une politique de regroupement de manière à harmoniser et pouvoir répondre à des attentes d'intervention. Le seul problème, c'est que plus on regroupe, ça peut être une bonne chose, effectivement, ils sont plus nombreux. Ce que l'on connaît, nous, à Vermonton, Mirefleur est dans le même cas, puisque Mirefleur va au Marteau de Verre, maintenant, lui aussi. Ce qui s'est passé en d'autres temps sur Saint-Amand-Talande, puisque Le Cré, Saint-Saturnin, Talande sont à Saint-Amand-Talande, ce qui s'est passé pour Saint-Sandoux, ce qui s'est passé pour la Roche-Blanche-Bière, ce qui s'est passé pour le Sambre Orsay. Donc voilà, ça c'est la politique. Par contre, moi ce que j'ai mis en avant, et vous avez pu le lire, c'est que si on fait une circonférence entre les Martres et Vermonton, il y a 9500 habitants, il y a un collège, il y a 2 EHPAD, il y a des supérettes, il y a un tas de choses qui sont là, il y a des zones d'activité qui sont importantes. Donc j'estime qu'on devrait avoir un centre de secours beaucoup plus centralisé par rapport à ces 2 communes. Donc la réflexion qui est menée, c'est de dire à un moment, est-ce qu'on ne peut pas, effectivement, peut-être que notre caserne à nous n'est pas adaptée sur le territoire, suffisamment adaptée au nombre de pompiers, mais peut-on pas la regrouper avec quelque chose qui soit plus évident? Je ne sais pas, je vais dire peut-être n'importe quoi, je ne dis pas c'est un choix que je fais ou c'est une proposition aujourd'hui, je dis simplement que peut-être que c'était Saint-Amand et Vermonton, Talent Saint-Amand Vermonton, qui auraient dû se retrouver plus dans le milieu ici, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas une caserne sur le Prat de Serre qui pourrait peut-être subvenir à la Roche-Blanche qui aussi a des problèmes, voilà, et ainsi de suite. Ça, cette réflexion, elle est là. J'espère pouvoir la présenter au directeur du SDIS, je lui ai déjà dit. J'espère que monsieur le préfet voudra bien nous écouter, mais le préfet a acté ce que dit le président du SDIS, vous avez pu lire dans sa réponse. Aujourd'hui, le SDIS nous demande de donner, disons, d'adopter leur plan de déploiement. Moi, je pense que si eux, ils ont jugé que c'était le plan de déploiement, je ne vais pas dire le contraire, parce que je ne suis pas technicien. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nos pompiers avaient 9 minutes pour intervenir, c'est-à-dire au départ, où le BIP leur donnait l'ordre de rejoindre leur caserne. Ils avaient 9 minutes pour rejoindre leur caserne. Depuis qu'ils sont au Martre, ils ont 11 minutes. Simplement, quand c'est 16 heures d'après-midi, c'est plus 11 minutes qu'il en faut pour arriver à la caserne. Ça, on l'a constaté, on l'a dit, on va le redire, mais bon, c'est décidé ainsi. On n'a aucun pouvoir, je dis bien, aucun pouvoir de décision, puisque la décision a été prise soi-disant avec notre accord, ce qui est totalement faux. Nous, on a participé à une réunion, on nous a mis devant le fait accompli, avec des chiffres où on n'est pas du tout d'accord, mais ça, c'est une appréciation tout à fait personnelle. Je pense que peut-être était dans la même réflexion que moi, mais bon, après, on a une analyse peut-être différente. Mais si vous le permettez. D'accord, ok, merci. Voilà, donc ce plan de déploiement, moi je veux bien l'entendre, puisqu'il faut savoir que dans le cadre de nos pompiers, certains sont allés à Plauzat, d'autres sont allés à Saint-Amand, et d'autres, une majorité, étaient au Ventre de Verre. Je prends le cas, et je ne le citerai pas, mais l'officier qui était de la caserne de Vermonton, que tout le monde connaît, va à Plauzat parce qu'il est en train de construire la sortie face à la cave coopérative. Pour lui, ça sera plus facile d'aller à Plauzat que d'aller au Marteau de Verre de l'autre côté, sur un carrefour qui va l'encombre. Donc voilà, c'est un choix pertinent qu'il a fait. D'autres préfèrent aller à Saint-Amand parce qu'ils sont plus près de Saint-Amand de ce côté. Et puis d'autres vont sur les Martres parce que c'est un peu la caserne quand on oblige. Ceci, j'en ai discuté avec les pompiers de Mirefleur, qui eux aussi sont plus près que nous de la caserne, mais se retrouvent confrontés exactement au même problème. Exactement au même problème. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un point de vue là aussi, je ne dis pas que c'est vrai, admettons que nos pompiers démarrent à 11 minutes,
que ce soit le coup de 17h, vous savez que les gens, on a vite le compte, là, qui viennent de Clermont, qui vont sur Vic, qui vont au-delà. Ça, au feu, c'est une grande file d'attente. Quand ils sont dans leur voiture personnelle, ils n'ont pas de gyrophare bleu, donc ils font la file comme tout le monde et ils ne doublent pas. Donc ils vont arriver certainement après les pompiers, au bout de quelques temps, ils vont se démotiver parce qu'effectivement ils n'auront pas d'intervention, ils font des formations, ils font du secours à personne, ils font un tas de choses, et bien ils ne comprendront pas que ça démarre sans eux, parce qu'une fois que ça a démarré, ils n'ont pas le droit de rejoindre avec leur voiture personnelle, c'est tout un contexte. Ensuite, il y a encore une nouvelle barre qui vient de se mettre, une marche qui vient de s'ajouter aux difficultés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus démarrer un véhicule s'il n'y a pas un officier, un sous-officier dans le véhicule. Donc ça veut dire que ça complexifie les secours. Donc soyons très attentifs à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit, parce que moi je trouve que c'est un combat, c'est une demande, c'est l'évolution de la société, et je crois que voilà, on le subit malheureusement, et on aurait bien aimé garder nos pompiers, et nos pompiers ont bien aimé rester là, je vous l'avoue sincèrement, pour en avoir suffisamment discuté avec eux. Donc avant, dans le rang 1 d'intervention, que ce soit Vermonton centre, que ce soit Vermonton ouest, que ce soit Vermonton sud-ouest, c'était Vermonton qui intervenait. Donc aujourd'hui dans le rang 1, on aura dans les 3 cas les martres de verre, les martres de verre, les martres de verre. Dans le rang 2, avant c'était les martres de verre, Saint-Amand, Plauzat. Maintenant dans le rang 2, ça sera Saint-Amand, Saint-Amand, Plauzat. Ça change bien les choses. Dans le rang 3, c'était Saint-Amand, Plauzat, Saint-Amand, et là ça sera rang 3, Plauzat, Plauzat, Saint-Amand, et ainsi de suite. Donc après vous avez coude, 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 Plauzat, coude, coude, ou alors après vous avez un rang 5, Cournon, Issoire, Issoire, on va jusque là, rang 5 qui est la proposition, et rang 6, Champé, Champé, Champé. Alors vous voyez que quand on additionne les minutes, c'est-à-dire qu'au-delà de 11 minutes, ils vont, si les pompiers des Martres ne sont pas sur place, ils vont décaler sur Saint-Amand ou Plauzat selon le secteur, donc ça fera 11 minutes de plus. Rang 3, si toutefois Plauzat, parce que Plauzat aussi intervient jusqu'à Champé, s'il est parti intervenir. Rang 3, normalement c'est Plauzat, mais s'il n'est pas là, ça sera Saint-Amand. Mais on en sera 2 fois 11 minutes, vous rendez compte les délais. Donc tout ça, c'est difficilement... Moi j'ai une difficulté à l'apprécier, à dire oui, dans le cadre de ce déploiement, pour moi. Donc voilà, moi je vous le soumets à M. Pétel, vous vouliez intervenir. Oui, je veux bien rajouter quelques mots parce qu'on entend ou on lit des choses quelquefois un peu étonnantes. Ceci dit, c'est pas tellement étonnant puisque si vous avez vu le compte-rendu de la montagne sur la session du conseil départemental de cette semaine, il paraît que tout mon groupe a voté pour le contrat avec l'État. Or, il se trouve que non, moi je me suis abstenu parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette politique de recentralisation qui est actuellement menée. Mais ça, c'est un avatar. Mais j'en profite pour le dire et pour dire quel crédit on peut quelquefois apporter soit aux paroles, soit aux écrits qui sont faits. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le maire, sur cette question-là, nous avons été invités, pour ne pas dire convoqués, à 1 ou 2 réunions où finalement les choses étaient ficelées. Monsieur le maire vous a fait passer la lettre de Monsieur le préfet qui stipule que la décision avait été prise en février 2017, date à laquelle je me dois de rappeler que je n'étais pas encore conseiller départemental, puisque c'était mon collègue Pascal Pigot qui y était. Mais je reviendrai dessus après. Moi j'ai eu le sentiment, alors je ne sais pas si c'est le vôtre, hein, monsieur le maire, mais moi j'ai eu le sentiment que ces réunions étaient des réunions un peu mascarades. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on nous a dit voilà, on vous démontre par A plus B que c'est la seule solution et que c'est la seule qui marche. Alors, dans cette réunion, il y a eu un vilain petit canard, que je suis, et qui a essayé de leur démontrer que non, par A plus B, je ne pensais pas que ça puisse marcher. Mais bon, les choses étaient faites, c'est comme ça. Donc on a joué notre rôle, mais on n'a pas été entendu. Alors pourquoi on n'a pas été entendu? Parce qu'on a une hiérarchie qui est un peu particulière. Bien sûr, les conseillers départementaux, les maires sont conviés à ces réunions, que je ne vais pas t'appeler concertation, mais d'information.
Mais il faut savoir que finalement, c'est le SDIS qui prend la décision, et que le SDIS n'est qu'une émanation du conseil départemental et n'est pas le conseil départemental. C'est-à-dire que, effectivement, le SDIS est présidé par le président du conseil départemental, mais que c'est une entité juridique à part et qui prend ses décisions toute seule. Et que les conseillers départementaux qui y sont, de tous les cantons, ne représentent pas la majorité de l'ensemble du conseil d'administration du SDIS, puisqu'il y a un certain nombre d'autres personnes et que le SDIS est sous non pas la tutelle, mais c'est pas le contrôle non plus, mais qui est alimenté à la fois par le conseil départemental et les communes adhérentes. C'est bien pour ça que les communes d'ailleurs payent une participation au SDIS. Alors, de là à dire que les conseillers municipaux et les conseillers départementaux n'ont rien fait et que finalement, si on n'arrive pas à garder une caserne sur Vermonton, c'est de leur faute, je trouve que le procès est un peu à la fois fallacieux et injuste, comme on peut soit l'entendre, soit le lire. Alors, c'est pas que je veux me dégager de toute responsabilité, j'ai un certain nombre, et je ne parle pas pour monsieur le maire, bien évidemment, j'ai un certain nombre de devoirs que j'essaye d'assumer, mais je crois qu'il serait injuste de faire porter la responsabilité sur une ou deux personnes, alors que je crois que la responsabilité, elle est collective au niveau du SDIS. D'ailleurs, je reprends les paroles que vous aviez eues en aparté. Vous avez dit que de toute façon vous êtes le conseiller départemental par définition, mais en blaguant, j'entends bien, et que par définition. On avait parlé une fois, et en blaguant, vous avez dit de toute façon il est normal que le conseiller départemental soit considéré comme responsable. Évidemment, c'était. C'est comme tout un chacun autour de la table aujourd'hui quand on prend une décision. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était sur le ton de la plaisanterie, je m'en compte. Après, je vais quand même revenir que je pensais qu'en tant qu'élu, quel que soit l'élu aujourd'hui autour de la table, parce qu'on n'est pas d'accord, oui. On peut peut-être quand même manifester notre mécontentement. Et par exemple, les pompiers, effectivement, clairement, ont fait grève. Il n'y a pas eu vraiment non plus d'élan de la part des élus pour les soutenir par rapport à certaines de leurs revendications. Donc j'entends ce que vous dites, j'entends qu'effectivement tout est décidé. Et alors à quoi sert-on si on ne peut pas essayer à un moment donné aussi, nous, de manifester le mécontentement par rapport à... Et qu'au final, les gens comprennent ce qui se passe. Parce que je ne suis pas sûre que nous, on en parle et on comprend la situation aujourd'hui de la caserne de Vermonton, parce qu'on en discute, mais effectivement, je ne suis pas sûre que la population comprenne vraiment comment ça se décide, c'est certain. Mais c'est peut-être aussi le fait de pouvoir communiquer sur cette situation-là, vous étiez forcément au courant bien avant d'autres élus autour de la table ici, et de quelle manière, parce que vous dites, voilà, enfin, en tout cas, de quelle manière on pourrait aussi nous participer autrement et appuyer à un moment donné sur des décisions qui, comme vous dites, voilà, vous étiez peut-être seul à dire... faire un petit cadavre. Non, j'ai pas dit que j'étais le seul. Mais, enfin, je sais pas ce que vous avez dit, il y a eu un petit cadavre, c'est bon. Donc, moi, je dis simplement, pourquoi pas manifester tous par rapport à cet état de fait, quoi. Parce vous parlez de deux choses. Il y a les pompiers volontaires et il y a les pompiers professionnels. Alors, les professionnels, aujourd'hui, c'est encore un autre combat. Mais aujourd'hui, l'un impacte l'autre, je dirais, par rapport à ces décisions. Mais les pompiers professionnels, dans quelque temps, ça veut dire qu'ils veulent se retrouver peut-être à la place des volontaires. Ça, c'est encore autre chose. Il faut être très vigilant. Moi, je me rappelle d'un soir où on vous a dit, où je vous ai dit, je vais parler pour moi, je vous ai dit, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir, les officiers, le responsable départemental nous a certifié qu'il n'y avait pas de fermeture de caserne. Et ça, c'était officiel, verbalement, je veux dire. C'était officiel verbalement de gens. Donc,
je reprends le propos de M. Pétel, il a bien dit à un moment donné, nous avons été mis devant le fait accompli. Parce que quand nous sommes allés à la Réunion, et ça s'est passé au Marteau de Verre, nous on est arrivés, et c'est vrai que M. Pétel a fait une démonstration par chiffres, par rapport aux déplacements effectifs et tout, qu'on n'était pas du tout dans la même phase d'évaluation de ce qui se passait. Mais les officiers qui étaient présents nous ont démontré en projection par A plus B que c'était ce qu'il fallait faire et on arrivait à ce stade-là. C'est pour ça que je comprends qu'on essaye de débattre entre nous, mais attention, on n'est pas les seuls responsables de ce qui se passe, mais on a été mis devant le fait accompli. C'est ça qui me gêne un peu aussi, d'être mis devant le fait accompli par rapport à un syndicat. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, on nous demande notre avis par rapport à un redéploiement. Pardon, je m'excuse. Oui. Non, il n'y a pas de... Alors vous avez parfaitement raison dans votre analyse, mais ce que vient de dire M. le maire, c'est en fait ce que je voulais répondre, c'est que effectivement, on a interrogé à la fois le directeur du SDIS et le vice-président du SDIS que j'ai interrogé personnellement et qui nous ont rassuré que non, il n'était pas question de fermer Vermont. Donc après, vous imaginez bien que les protestations en fait, il était trop tard, mais voilà, les choses sont comme ça. Alors pour répondre à cette demande du SDIS, là, moi j'ai une proposition de formulation que je peux vous soumettre, puis vous en ferez bien évidemment ce que vous voulez. Donc la proposition de réponse que je pourrais faire, que je propose, c'est la suivante. Le conseil municipal ne s'estime pas techniquement compétent en matière d'intervention d'incendie ou de secours à personne. Il ne peut donc que s'en remettre à la proposition faite par le SDIS en matière de plan de déploiement. Moi, j'aurais tendance à adhérer à ça dans le sens où on nous demande maintenant de dire oui, on va intervenir. Alors, ce que je vous expliquais, c'est les fameux délais. Les Marques 11 minutes, les Saint-Amand 11 minutes, et ainsi de suite. Donc, ils nous disent de prendre notre responsabilité par rapport à ces délais. Moi, qu'ils fassent leur choix en fonction du déclenchement de l'alerte qu'ils vont avoir avec le bip. Moi, c'est comme ça que j'entends, c'est ce que tu veux dire? Voilà. Donc moi, si on acte cette proposition telle qu'elle, on ne peut pas la refuser. Qu'on soit bien attentif, on ne peut pas dire non, moi ça ne me va pas parce qu'on devrait donner notre proposition et c'est la responsabilité de la sécurité publique et c'est de ma responsabilité. Mais par contre, de dire oui, bon, on acte votre proposition et tu D'où la formulation proposée par GPT. Okay. Enfin, oui, moi je propose la formulation. Le conseil municipal ne s'estime pas techniquement compétent, pas en matière de compétences juridiques ou administratives, techniquement compétent en matière d'intervention d'incendie et de secours à personne. Il ne peut donc que s'en remettre à la proposition faite par le SDIS en matière de plan de déploiement, qui est le plan de déploiement qui est présenté. Si j'ai bien tout compris, Vermonton est découpé en trois. Oui, en trois. Et en fonction d'où partira l'appel, ce sera soit Closa, soit des Marques. Non, ça sera des Marques. Oui, après, voilà. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? La suggestion de M. Pétel, je suis tout à fait d'accord, mais je rajouterai que nous ne sommes pas compétents techniquement, mais contraints et forcés, nous adoptons néanmoins la proposition du SDIS. Ah oui. Contraint et fortuné, oui. Non, mais je ne sais pas. On nous met dans ce texte. Oui, parce qu'on nous met dans le fait d'accompagner. On nous impose, on ne nous a rien demandé, ni un maire, ni un conseiller départemental. C'est comme ça. Point. Mais non. Je vous ai demandé de dire oui. Tu peux me donner ton écrit, s'il te plaît? Si tu arrives à lire mon écrit. Je vais le lire avec un très français. Le conseil municipal ne s'estime pas techniquement compétent en matière d'intervention incendie et de secours Des secours à personne. Ah oui, à sa personne. Il ne peut donc que s'en remettre, alors, à personne, il ne peut que s'en remettre si la proposition faite par le SDIS en matière de plan de déploiement, contraint et forcé. Voilà. Ça. Voilà.
Ça vous va? Oui, oui. D'accord, on rajoute. Je garde ton papier, monsieur Pétel? Je vous en prie, monsieur. Merci. Y a-t-il des objections par rapport à ce texte? Des contre? Écoutez, on l'adopte. Autre chose, à titre d'information, et alors c'est pareil, pour le moment j'ai eu l'information que sur la commune des Martres, et attention, mon propos c'est pas de dire à un moment donné on va se mêler de l'aspect commercial de ce qui se passe sur le territoire. Mais par contre, on peut être attentif et dire attention, nous sur le territoire on a du commerce et on voudrait essayer de le maintenir, disons de manière comment dirais-je, qui puisse vivre. Alors j'ai entendu dire, et je vais poser la question au Clermont ce matin, de manière sûre, si bien qu'à la prochaine CDAC, il allait y avoir une extension à la supérette des Martres. C'est-à-dire que Auchan agrandirait de 700 mètres carrés la supérette aux Martres. Ça veut dire que s'il agrandit pour étaler son, comment dirais-je, sa chalandise, ça passe. Mais s'il agrandit pour faire, disons, de la chalandise supplémentaire, il va attirer plus, et je sais pourquoi il le fait, je pense, parce que Vic Lecomte, le U, va se déplacer du côté et se rapprocher de Longue, donc Longue n'aura plus qu'à monter au lieu d'aller sur les Martres comme ils auparavant. Donc il y a cette bagarre, et moi je ne voudrais pas que cette bagarre, la commune de Vermonton le subisse au niveau de son carrefour qui est sur place. Parce que combien de papis, combien de mamies et de gens qui vont faire leurs courses le matin, donc j'estime qu'il faut préserver ça. Donc par le passé à GVA, j'ai refusé quand même, et je dis bien j'ai refusé, parce que j'ai bataillé avec mes collègues, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres supérettes sur le secteur. La Roche Blanche était d'un commun accord, les Martres étaient d'un commun accord à l'époque, donc nous aussi. Sinon, il y allait avoir un 3000 m² chez Portal, et donc là c'était la mort de tout ce qui était autour. Ça ne faut pas se faire d'illusions. Un 3000 m² chez Portal, c'est les petites supérettes qui sont à Vermonton, Martres et à la Roche Blanche, c'était mort. Donc on a refusé d'un commun accord, et la CDAC a bien alerté sur cette proposition. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, c'est qu'on ne peut plus se battre sur le fait qu'on risque de mettre en péril ce qui est existant. On ne peut se battre que dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de, on va dire, d'un manque, mais là c'est pas le cas. Donc on a essayé, Mme Massiri, de préparer une motion de manière à ce que j'envoie à la communauté de communes, puisque ce sera le vice-président en charge de l'économie, qui va aller à la CDCAC, puisque le maire n'est plus convié de la commune, des communes voisines. Le maire, le seul qui est convié, c'est celui de la commune où se passe l'opération. Avant, les communes voisines étaient conviées et pouvaient faire part de leur Et il faut savoir que si c'est refusé par la CDAC locale, ça monte sur qu'on appelle ça à Paris, comment ça s'appelle? Commission nationale. Ouais, commission nationale qui, lui, statue derrière et des fois d'autres dans la délivrance. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste sans rien faire, c'est mon point de vue. Il faut quand même qu'on dise qu'on existe. Et à partir de là, d'informer la communauté de communes qui elle-même au Grand Clermont fera le nécessaire et verra après ce qu'il en est. Donc, certainement qu'il y aura des modifications à apporter et d'autres choses comme on vient de le faire à l'instant. Le conseil municipal de Vermonton, considérant que le commerce de Vermonton connaît dans un contexte de crise économique durable de réelles difficultés qui pèsent sur les commerces de centre-ville, que la densification commerciale rapide et continue en périphérie menace sa survie et met en péril les emplois qui s'y rattachent, et qu'il est important de maintenir le commerce de proximité d'un point de vue social et environnemental. Constate que la commission départementale d'aménagement commercial doit statuer sur le projet d'extension du magasin Auchan situé sur la commune des Martres de Verre. Alors je vous dis oui, parce qu'ils vont statuer normalement entre le 22 et le 27 juillet. Que le projet en cause reconnaît la nécessité de penser l'aménagement commercial à l'échelle intercommunale et de favoriser un développement cohérent et harmonieux des activités économiques. Demande que les instances délibératives de Mont-Marvel-Communauté soient saisies dans les règles par son président afin qu'un débat suivi d'un vote soit organisé pour définir une stratégie globale d'aménagement commercial au niveau de l'intercommunalité avant qu'une position soit définie sur tout projet de création ou d'extension d'un commerce de plus de 1000 m².
que la commission départementale d'aménagement commercial prenne en compte l'équilibre économique territorial à l'échelle de l'intercommunalité pour statuer sur ce projet. Voilà. Il faut savoir quand même que notre supérette est classée par celle qu'il faut protéger. Mais s'ils font une extension, moi j'ai peur qu'on ait quelques... J'attire l'attention là-dessus. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai eu cette information. Je n'ai pas pu vous la faire passer. On l'a rédigée ce matin. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la politique des grands groupes qui veulent se bouffer. Ben voilà. Et nous, on va le subir. Et au passage, ils vont bouffer les petits. Ils vont bouffer. Parce qu'on a de la chance que le Carrefour, là, le propriétaire, la personne est propriétaire des fonds, parce que sinon, ça ne serait plus Carrefour. Ils sont bien courageux. C'est pas la rédaction du budget qui va régner sur le... Demande que les instances délibératives du monde d'Arbert communauté soient saisies dans les règles. C'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui va représenter le territoire. Est-ce que dans la motion, on ne pourrait pas rappeler que dans le lac, Vermonton est considéré comme une zone de commerce à protéger et à... Bien sûr, il faut faire référence à ça. Je le rappelle, Vermonton est une zone... et identifier. L'identifier, ouais. Il faudrait que je le retrouve. Oui, c'est ça. Une zone de commerce... Je vais rechercher le... Identifié, protégé. Votre réflexion, vas-y. Votre réflexion, votre remarque. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vaut mieux qu'on reste avec quelque chose ou Bien sûr. on le voit bien, on vient d'en parler, c'est le cas des pompiers. Donc, alors, moi j'ai été chercher la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. L'ouverture d'une surface de vente supérieure à 1000 m² nécessite l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par la Commission départementale d'aménagement commercial. La réglementation applicable en matière d'urbanisme commercial a été modifiée par la loi de 2014 relative à l'artisanat et au commerce et ensuite par la loi de 2017. La commission départementale est compétente pour examiner les demandes d'autorisation d'exploitation. Elle est présidée par le préfet. Chaque CDAC est composé de 7 élus, dont le maire de la commune d'implantation et 4 personnalités qualifiantes en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. Donc ça veut dire que les communes alentours ont été balayées. La commission se prononce sur les projets qui lui sont soumis par un vote à bulletin nominatif. L'autorisation est acquise si le projet recueille le vote favorable de la majorité absolue de ses membres présents. Quels sont les projets soumis? Création de magasins ou extension d'un commerce existant d'une surface supérieure à 1000 m². Donc celui des Martes est déjà à 2000 m². Et changement de secteur d'activité, ce qui sera le cas pour le MU avec le compte. Voilà. Donc moi, fort de ça, fort de ce que j'ai vécu en tant que président de la communauté de communes Gergovie-Guadalier, nous on a fait quand même l'effort de dire à un moment donné, on a des supérettes parce que on a eu un Adil et un Lidl qui voulaient s'installer au Prat-de-Serre, sur le terrain de Madame qui est face à chez Suarez. Donc on a fait l'effort de dire à un moment, non, si vous mettez quelque chose là, effectivement les voitures qui vont rentrer s'arrêteront là, et après le commerce. Aussi, sur le fait aussi que sur le plan de la sécurité, parce qu'ils allaient déboucher directement sur... Donc moi je crois qu'il faut qu'on soit attentif. Ça tient aujourd'hui, ça vit aujourd'hui, on ne peut pas déstabiliser ça. T'as trouvé, Jason? Oui. Donc Vermonton est considéré comme une ville avec une offre commerciale de proximité à protéger et à développer. On trouve ça où? Hein? On trouve ça où? Dans le lac, principalement enjeu du commerce. Oui, il faut ouvrir les guillemets aussi. Voilà. Donc, développement d'aménagement artisanal commercial. D'accord. Donc, est-ce que cette motion, que je ne vous présente pas dans cette teneur, mais dans cette teneur-là, qu'on la fasse passer à la communauté de communes le plus rapidement possible? D'accord. Je vous remercie. Donc, elle est adoptée à l'unanimité? Les deux. D'accord. Merci.
Et pour conclure aussi, après il y aura des questions diverses, je vous remercie monsieur le conseiller départemental qui nous a quand même une subvention de 30 000 € non négligeable, et puis une note de 137 €, mais ça c'était dans le cadre d'une étude. C'est celle-là la plus importante. C'est pourquoi L'environnement, plantation alimentaire d'arbres auto-tiges, et puis l'autre c'est sur le cadre de l'acquisition sur le PR, sur le territoire de la commune pour l'aménagement de la route départementale 787 où on a été obligé de faire des acquisitions. Une petite acquisition. Juste pour 787, moi j'ai. Juste pour revenir avant par rapport à la Super U, c'est ça Avec le compte. Voilà. Le terrain n'est pas vendu par mandat Auvergne pour. Si. Oui, et donc en fait. Non, mais c'était acté avant par des. Enfin, non, mais ce que je veux dire, oui, c'est que non, le mais terrain est vendu par mandat Auvergne pour faire la Super U qui est plus grande, donc une grosse rentrée d'argent pour effectivement mandat Auvergne. Et là, on va faire une mesure. Pour le Auchan. non, je crois. Non, mais Je crois, Nelly, que tout ça c'était acté avant. La vente. Oui. C'est l'idée. Mais non, mais Donc, tout ça, je vois ce que vous voulez dire. Oui, moi je comprends la contradiction, mais. C'est la contradiction, quoi. Ouais, c'est contradictoire. Mais bon, c'était avant, C'était avant que Mandat Auvergne existe. C'est ça, c'était avant mon Auvergne. C'est avec le compte, les chiffres. On peut bien dire que c'est avant, mais. Oui, Non, mais on n'avait rien à dire. C'est ça que je veux dire, on avait. Et donc la réponse, elle est au champ, mais on va vite s'agrandir pour pouvoir, parce qu'effectivement, au milieu long, il y a un ADI, donc tout ça fait que c'est la grosse bagarre, comme vous dites, entre les groupes qui fait que nous, on est au milieu et il ne faudrait pas tous se la faire. Voilà. Questions diverses? Oui. Monsieur le maire, j'étais absent une semaine, donc je n'ai pas pu vérifier aujourd'hui, mais j'avais remarqué à la fin de semaine dernière qu'à l'entrée du sud de Vers, sur l'avenue d'Occitanie, le panneau d'entrée penche dangereusement à droite. Faites attention, il penche à droite. C'est moi un soir colère en descendant le conseil municipal, je sais pas. Non, je ne fais pas attention. Il faut noter. Ah oui, c'est une tendance générale. Bien l'ancienne gendarmerie, vous voulez dire? Non. Moi, je suis passé par là. Je passe par là. Des fois, en sortant de la carte, Questions diverses? Bien, mais écoutez, merci. La séance est levée à 21h39. Monsieur Chabriard, c'était en sortant de la carte, vous avez vu très tôt.